Rebonjour à tous. Nous accueillons Mondor Mahjoubi, qui est président d'Inet Pharma depuis à peu près un an, c'est ça? Donc Inet Pharma, une société qui est spécialisée dans l'immunothérapie contre les cancers et qui malheureusement hier a fait l'actualité pas d'une manière très positive, avec un recul de 40% de l'action après l'annonce la publication de résultats cliniques qui n'étaient pas très convaincants pour son produit le plus avancé, le lirilumab, dans le cadre du partenariat avec Bristol Myers Squibb. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons de cet, entre guillemets, échec clinique, alors qu'un an auparavant, les résultats étaient plutôt très bons, et Bristol Myers Squibb vous avez même accordé un paiement d'étape, je crois, de 15 millions, donc c'était extrêmement rassurant. Comment est-ce qu'en l'espace d'un an, on peut avoir une telle différence? Bonjour, merci pour cette question. Laissez-moi d'abord vous dire que c'est une mauvaise nouvelle pour les malades atteints de ce cancer de la tête et du cou, qui est une terrible maladie contre laquelle on n'a pas réellement progressé au cours des 30 dernières années. C'est une déception, bien entendu, pour tous les chercheurs, tous les gens d'Inet Pharma, pour les investisseurs, pour les actionnaires. Mais quelque part, ça fait partie aussi du modèle de développement pharmaceutique. Est-ce que cela vient du mécanisme, purement du mécanisme d'action du produit, et est-ce que ça peut remettre en cause tous les autres développements que vous avez avec BMS, et également ce contrat qui est quand même d'un montant, je crois, maximum de 460 millions de dollars, donc qui est quand même très important pour la société? D'abord, laissez-moi rappeler que l'immunothérapie, qui a fait je dirais, son entrée réellement dans le marché de l'oncologie au cours des 5-6 dernières années, qui est en train de croître à une très grande vitesse. Les analystes les plus ambitieux et probablement les plus optimistes estiment que ce marché au niveau mondial atteindra les 100 milliards de dollars en 2030. Donc on parle là d'un marché qui est 2 fois la taille de toute l'oncologie aujourd'hui. Donc c'est un marché qui est en pleine expansion. Aujourd'hui, il est à peu près à quoi, 4 milliards, c'est ça, ce Le marché de l'oncologie, il est de 60 milliards. Beaucoup moins, il est presque de 12 milliards. Il est encore petit. Et le bémol que je voulais mettre, c'est que malgré cet enthousiasme, il faut savoir que pas tous les malades bénéficient. C'est à peu près 25 à 30% des malades, quelle que soit la tumeur, les cancers du poumon, les cancers de la peau et les autres indications. Seul un tiers des malades bénéficient. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de malades pour lesquels on ne sait pas aujourd'hui encore pourquoi il n'y a pas de réponse. En tout cas, on est en train de comprendre éventuellement les mécanismes de résistance. Et la solution va venir de la combinaison de plusieurs produits entre eux pour pouvoir venir à bout de cette résistance. Alors, s'il y a un échec avec un produit, non seulement ça ne remet pas du tout en cause le rôle fondamental de l'immunité innée. L'immunité innée, c'est ce qui nous protège tous. Quand on est attaqué par un agent extérieur, qu'il s'agisse d'un virus, d'une grippe ou d'une bactérie ou surtout d'une cellule cancéreuse, c'est l'immunité innée, c'est l'infanterie qui part d'abord pour chasser ces cellules cancéreuses. Et le rôle de ces cellules est juste primordial. Donc, ça ne remet pas en cause ce rôle, d'autant plus qu'on a d'autres produits dans le portefeuille. Et c'est la deuxième remarque d'importance que je veux faire. On n'est pas une société monoproduit. On a l'irilumab, mais on a plusieurs autres produits. 3 autres sont en développement clinique. Un pipeline très riche qui est encore en développement préclinique. Et surtout, on a choisi d'investir sur 3 axes fondamentaux de recherche qui sont intriqués entre eux et qui sont tout aussi importants pour contrôler la maladie. L'immunité innée, dont je viens de vous parler, ça c'est notre ADN. On a été créé à 17 ans sur ce savoir-faire et on l'a cultivé avec aujourd'hui un nombre de talents qui se trouvent sur le campus de Luminé à Marseille, qui est l'un des meilleurs au monde dans le domaine de l'immunothérapie et en particulier de l'immunité innée. On continuera à investir là-dedans parce qu'il y a de nouvelles générations d'anticorps qui vont arriver. Mais on a choisi 2 autres axes, juste parce qu'il faut aussi multiplier les opportunités de réussite et dérisquer le portefeuille. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle l'environnement
microtumorale. Vous savez, la cellule cancéreuse, quand elle se développe, elle est extrêmement maligne et elle crée autour d'elle un environnement hostile pour toutes les autres cellules du corps et en particulier les cellules du système immunitaire qui sont censées la chasser. Et donc, connaître cet environnement tumoral, identifier quelles sont les molécules les plus importantes de cet environnement et fabriquer des anticorps qui vont aller les neutraliser, c'est juste aussi important que les checkpoint inhibiteurs. Donc on est en train d'investir sur ce domaine. Et enfin, le troisième, c'est ce que j'appelle moi l'exocet, c'est-à-dire on crée un anticorps qui est dirigé sur une cellule cancéreuse bien spécifique. Et on a en particulier un produit qu'on est en train de développer dans des formes cutanées de maladies du sang, qui lui est vraiment spécifique d'une cellule qui exprime une protéine. Et donc l'anticorps joue comme une fusée qui va détruire cette cellule. Donc non, ça ne remet pas en cause notre conviction, notre engagement et notre résilience à poursuivre la route et à faire d'Innate Pharma une société leader dans ce domaine n'a pas changé. Et là, vous avez parlé effectivement de vos produits que vous développez en propre et que vous avez récemment acquis, notamment dans des nouvelles approches d'environnement tumoral. Mais concernant le partenariat que vous avez avec AstraZeneca, vous venez d'ailleurs d'AstraZeneca, donc c'est intéressant d'avoir un petit peu peut-être votre parcours. Pourquoi vous êtes venu chez Innate Pharma? Et est-ce que vous avez contribué à cet accord très important, un accord quand même d'1,3 milliard de partenariat avec Innate Pharma du temps où vous étiez chez AstraZeneca? Et qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de news flow sur le partenariat avec AstraZeneca pour monalizumab? Merci de rappeler que je viens d'AstraZeneca et en toute modestie, quand j'ai rejoint le groupe en 2013, il n'y avait pas d'oncologie et d'ailleurs le management précédent avait décidé de fermer l'oncologie et de désinvestir complètement. Aujourd'hui, AstraZeneca est un leader mondial dans ce domaine avec 4 blockbusters qui sont sur le marché. J'aurais pu rester chez AstraZeneca et continuer à bénéficier des lauriers et de la gloire. J'ai choisi Innate Pharma pour les raisons que j'ai expliquées, parce que je crois profondément dans son pipeline, dans ses produits. Je crois profondément dans les talents et je crois dans la biotech française, parce que moi j'ai travaillé en Californie et je connais le monde de la biotech et on a en France les ingrédients pour devenir une société de référence au niveau mondial. Et c'est cette entreprise-là que j'ai choisi de faire, en tout cas pour le reste de ma carrière. Maintenant, pour répondre précisément, quand j'étais de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire chez AstraZeneca, j'étais effectivement impliqué dans le choix du partenariat et j'ai choisi cette molécule, monalizumab, parce que précisément, elle est différente de l'irilumab, le produit dont on vient de parler, en ce sens qu'elle agit sur un récepteur complètement différent, donc il n'y a pas d'overlap du tout, et surtout, elle agit sur un récepteur qui est exprimé à la fois sur les cellules dites donc tueuses, les fameuses cellules qui nous défendent, mais aussi sur les autres cellules de l'organisme qui contribuent à chasser la tumeur. Donc potentiellement, il y a un effet qui est supérieur. Et donc avec AstraZeneca, la différence avec BMS, non seulement le deal est plus intéressant, comme vous l'avez rappelé, 1,3 milliard, mais surtout on a un droit de citer dans le sens où on co-développe et on a même des droits de commercialisation pour ce produit. Donc on est impliqué dans le développement, ce qui n'est pas le cas de BMS parce que BMS est propriétaire de l'irilumab. Les programmes de développement sont en cours. Nous, on a une partie, eux, ils ont une partie. On a dépassé ce qu'on appelle la phase 1, donc d'escalade de dose. Maintenant, on est en train de tester des combinaisons sur un certain nombre de cancers. Et j'espère que dans le courant de 2018, on pourra vous donner des détails sur le news flow, quand est-ce que ces résultats vont être disponibles. En tout cas, les premières données de combinaison pour monalizumab seront présentées en 2018. Et qu'est-ce qu'on peut attendre en 2018 en termes de catalyseurs, de news flow? Justement, je viens de parler de monalizumab. Je pense que l'autre produit que vous devez avoir en tête, c'est ce produit que j'ai cité tout à l'heure, qui est utilisé dans les lymphomes cutanés. Alors, les lymphomes cutanés, c'est des maladies du sang. Habituellement, les lymphomes, les maladies du sang sont dans les ganglions et dans le sang. Là, elles attaquent la peau. Et donc, vous avez une atteinte généralisée de la peau, c'est terrible comme maladie. Et on a découvert un produit qui est vraiment spécifique de cette maladie.
On a eu les premiers résultats. Alors, encore une fois, il faut rester prudent parce que c'est une phase 1 très spectaculaire. Ils ont été présentés notamment récemment à un congrès mondial des traitements de lymphome cutané. Et on est en train de progresser ce programme pour un enregistrement précoce parce qu'on a eu à la fois de la part de la FDA aux États-Unis et de l'Agence européenne le statut de drogue pour maladie orpheline, ce qui facilite et accélère le processus d'enregistrement. Et notre ambition pour ce type de produit, parce que ça c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes, c'est non seulement de l'enregistrer, mais aussi de pouvoir le commercialiser un jour. Le reste des programmes qui nécessitent des moyens et des ressources beaucoup plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui, on va les mettre en partenariat parce qu'on n'a pas vocation à développer et à faire tout nous-mêmes. Mais on garde et on retient le produit le plus longtemps possible pour augmenter sa valeur, pour pouvoir, au moment de la négociation du deal, avoir un prix qui est meilleur que le 1,3 milliard que vous avez cité tout à l'heure. Et peut-être une dernière question financière. En matière de ressources financières, de trésorerie, vous en êtes où et quel est un petit peu votre... comment est-ce que vous voyez votre valorisation aujourd'hui ? Je ne ferai pas beaucoup de commentaires sur la valorisation, mais je pense qu'elle ne reflète pas tout simplement la richesse du portefeuille et son potentiel. On aura l'occasion en début d'année, lors d'une journée R&D, de présenter aux analystes, aux financiers et aux actionnaires le plan détaillé pour ces différents produits et surtout le potentiel commercial qu'ils ont pour avoir une idée justement sur la valorisation qu'ils peuvent avoir dans notre valorisation en tant que société. Maintenant, on a 200 millions de cash. C'est suffisant pour tenir pour les 2-3 prochaines années. Ça n'intègre pas les paiements d'étapes qu'on pourra recevoir d'autres laboratoires. Donc ça, c'est ce qu'on a en trésorerie. Si AstraZeneca lève l'option sur les études qui sont en cours actuellement, on a 100 millions pour lever l'option et 100 millions de dollars pour la phase 3. Donc ça viendra se rajouter sur le cash qu'on a aujourd'hui. Mais en même temps, on est prudent. Donc on a, comme tous les bons pères de famille, une gestion rigoureuse pour non seulement faire des priorisations, sélectionner ce qui est vraiment sur le chemin critique et investir là-dedans. En même temps, il y a des produits comme celui que vous avez cité, le 5401. C'est un produit qu'on est en train de développer en partenariat avec d'autres compagnies, mais en partenariat dans le sens collaboration clinique. C'est-à-dire qu'ils partagent les coûts avec nous, ils n'ont aucun droit. C'est juste un développement clinique. Ceci permet effectivement d'avancer plus rapidement que si on le faisait tout seul et surtout partager les coûts. Voilà, c'est un moyen de réduire nos charges, mais en même temps progresser nos produits. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour monsieur ? Et j'avais quand même juste une dernière petite question. En fait, à quel horizon on pourrait attendre une première autorisation, même pour un produit orphelin ? J'ai pour habitude de ne pas spéculer sur les dates d'enregistrement avant d'avoir bien ficelé ça avec les agences d'enregistrement. C'est des discussions qui sont en cours, aussi bien avec l'agence européenne que l'agence américaine. Et je préfère justement ne pas faire de communication intempestive avant d'avoir validé ça avec eux. Mais c'est accéléré par rapport à ce qu'on peut attendre. Non, je parlais de 4102, le produit dans la niche des lymphomes cutanés. C'est quelque chose qui peut aller très très vite, évidemment. Merci beaucoup.